Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de cette saison 2 du Hoop Culture. Déjà, on en profite pour vous remercier dans un premier temps de nous avoir suivis tout au long de l'année. Vous avez été nombreux, de plus en plus nombreux. Maintenant, on est une vraie armée Hoop Culture et on n'en est pas peu fiers. On a même des playlists sur toutes les plateformes grâce à vous qui nous copiez, collez les playlists un petit peu partout. Voilà, ça devient de la propagande, je vous le dis, et tout ça grâce aussi à mon comparse Théophile Omesser. Eh Comment ben tu vas, écoute, Théo? ça va très bien. Effectivement, ravi de te retrouver. Ravi aussi, comme tu l'as dit, d'avoir bouclé cette deuxième saison de Hoop Culture. Quand on avait lancé ça avec Pierre il y a 2 ans, on ne savait pas trop si ça prendrait. On est trop content de voir qu'il y a un public qui se crée autour de ces contenus et qui sortent un petit peu des lignes du terrain de basket. Donc on est ravi de vous retrouver et je suis ravi de te retrouver, Pierre Armand. Et pour cette semaine, ce qui est cool, c'est qu'on vous a demandé un peu en dernière minute. Je vous cache pas que l'organisation, c'est pas la force première des éditions Reverse et de Basket Session. Et on vous a demandé hier de nous proposer de former le sommaire en fait de cette dernière de la saison. C'est vous qui nous avez posé les questions. On va y répondre, mais avant qu'on se lance dans la liste des questions, Pierre Armand, je voulais faire un petit détour par une question qui nous avait été posée en commentaire simplement d'une vidéo. Tu sais, je t'avais dit que j'allais voir Evidence la semaine dernière en concert. On m'avait demandé ce que ça avait donné et je voulais commencer par remercier et saluer l'auditeur de Hoop Culture que j'y ai croisé sur place. Malheureusement, j'ai pas son prénom, mais ça faisait super plaisir de trouver quelqu'un comme ça à un concert qui était un auditeur de Hoop Culture. Donc tout ça pour te dire, Pierre Armand, que la hype n'est pas surfaite. Evidence en concert, c'est vraiment... Ça tue, voilà, le gars il est seul en scène avec son DJ et c'est ce qu'on appelle un vrai MC, un maître de cérémonie. Il a animé, il a fait le show, il a assuré l'ensemble des morceaux de tous ses albums solo, c'était vraiment top. Et il y avait un petit truc assez marrant, c'est qu'en plein concert, il y a son fils qui a essayé de l'appeler. Son fils qui doit avoir une dizaine d'années à peu près, qui était resté à Los Angeles. Et donc on a pu faire un coucou en live à son fiston via son téléphone. Ça, c'était la petite touche assez rigolote, on va dire, du concert. J'ai cru que tu allais me dire la hype n'était pas, était bien là. Théophile Omesser est vraiment gentil quand on l'aborde en soirée. À vérifier. À vérifier, à vérifier auprès de cet auditeur s'il nous entend. Donnez-nous un peu ton ressenti outre le concert sur à quoi ressemble Théophile en Donc voilà, vrai. pour savoir si je Voilà. suis Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Euh, comme je le disais tout à l'heure, ouais, merci à tous ceux qui ont envoyé les questions, c'est vraiment top. Au début, on s'est dit, bon, c'est en dernière seconde, peut-être les gens n'auront pas le temps de se retourner, au bout du compte, vous avez assuré. Comme vous savez, pour le culture, on se parle jamais avec Pierre Armand de ce dont on va parler précisément. Donc là, j'ai respecté le pacte. J'ai pas du tout regardé les questions en avance pour pas avoir d'avantage. Donc je les découvre en même temps que toi. Pierre, je te propose qu'on commence avec la question envoyée par Ludovic qui nous dit: Je tenais d'abord à vous remercier de nous accompagner tous les dimanches. J'ai bien compris que vous êtes des experts de hip-hop, mais arrivez-vous à faire une petite entorse à votre style musical favori pour d'autres? Moi qui apprécie particulièrement le rock, surtout anglais, pouvez-vous me faire une petite recommandation? Merci à vous et passez de bonnes vacances. J'ai encore un mois à tenir. Donc, bon courage Ludovic pour ce mois à venir. Je vais te laisser répondre en premier, Pierre Armand. Sur une recommandation à lui Ouais. faire en rock anglais. C'est pas évident, c'est pas notre corps de métier. Alors moi, j'écoute un peu de tout, beaucoup de rock aussi, de musique du monde, mais à un moment, il faut savoir, dans le cadre de la radio, se fixer sur quelque chose et pas, parce que sinon, on s'en sort jamais, hein. Et puis, en émission de radio, elle a une couleur musicale, hein. Hier, Théo, enfin, cette semaine, tu y as participé et on a fait une programmation essentiellement hip-hop, c'est vrai. Je saurais pas trop te donner là sur des nouveautés. Là, je me suis replongé il y a peu de temps dans les Stone Roses, voilà, parce que j'avais j'avais un petit coup de blues. Fut un temps, j'allais souvent à Manchester et l'atmosphère musicale qui est là-bas est à nul autre pareil. C'était en plus début des années 2000, fin des années 90, époque où cette fameuse période Manchester et où Oasis était tout en haut. Donc on sentait une émulation et une fierté de la ville musicalement parlant.
Donc, je me suis replongé dans un groupe mancunien historique, les Stone Roses, voilà, où je m'étais acheté en vinyle le premier album, je l'ai refait tourner. Il y a des choses qui ont mal vieilli dessus, il y en a d'autres qui sont encore en avance sur leur temps. Voilà, donc, mais si je dis et d'écouter les Stone Roses à un fan de rock anglais, je pense que le gars, c'est comme si je lui disais, regarde le match 6 des finales 98 à un mec qui aime la NBA des années 90, tu vois. Donc, inutile de te dire que je me mets tout seul une balle dans le pied et il aura le droit de me défoncer là-dessus. En rock récemment, là, j'ai entendu des titres par-ci par-là, mais je me suis pas plongé dans un album entier. Si j'avais écouté le dernier album de Pearl Jam, parce que j'ai toujours aimé Pearl Jam, ça n'a rien à voir avec l'Angleterre, bien sûr. Mais bon. Je me permettais de te lancer en premier parce que c'est vrai que je sais que tu as plus un background quand même dans le rock que moi, enfin sur tes jeunes années. Alors ça remonte, tes jeunes années sont comme les miennes, elles remontent de plus en plus. Mais c'était pour ça que je te lançais dessus, Pierre Armand. Ouais, toi, tu pourrais aider? Alors moi déjà effectivement, c'est vrai que moi ma culture j'ai voilà, une vraie culture musicale hip-hop, je pense, mais en fait, c'est par le hip-hop et par le rap que j'ai découvert tout un tas d'autres musiques. Et donc, pour répondre à la première question de Ludovic, moi, en fait, j'écoute tout autant d'autres choses que de rap, même si ça reste la base je pense, de Hmm. mon alimentation musicale. Mais c'est ça qui m'a permis de découvrir, un petit peu comme toi, que ce soit la world music, la soul, le jazz, le funk. Et après, c'est un petit peu par moment. Hier, on en parlait dans l'émission Hang Time, dans laquelle tu m'as fait le plaisir de m'inviter, Pierre Armand. Je te parlais de Loose Ends. Tu vois, c'est par exemple, voilà, l'exemple même d'un groupe à côté duquel j'étais complètement passé parce que j'avais d'autres choses à écouter, puis j'avais pas su mettre le doigt sur ce qui me plaisait chez eux. Là, cette année, je me suis plongé dedans, j'ai découvert des disques voilà, qui m'ont vraiment beaucoup plu. Donc, je fonctionne beaucoup de cette manière-là, en fait. Quand je trouve un artiste ou un label ou un truc qui me plaît, je vais aller creuser. Et aujourd'hui, même si effectivement la partie hip-hop est une grosse partie de ma culture musicale, elle s'est étoffée de tout un tas de choses, tu vois. Ça va de l'afrobeat, ouais, à un petit peu de house même, du Moody Man, en passant par jazz, funk, soul. Il y a quand même plus une orientation black music, entre guillemets, je pense, dans ce que j'écoute par contre. Ouais, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que le... ce qu'il y a, c'est que c'est ce qu'on explique souvent, c'est que la culture hip-hop l'arbre généalogique en fait est tellement riche que quand au niveau vertical vers le haut, c'est déjà un délire, mais quand on va chercher dans les racines en dessous, c'est encore plus un délire. Ça part dans tous les sens. En effet, ça peut partir vers la musique électronique, ça peut partir vers le jazz, ça peut partir alors moins vers le rock, sauf dans une période où euh, le, le rock et hip-hop étaient le couple idéal, hein, toute la période de début Def Jam, Rick Rubin, Beastie Boys, etc. Mais quand on se plonge là-dedans, il y a tellement de ramifications que finalement, on est obligé de laisser d'autres choses de côté. Et à tort, et à regret, voilà, c'est le terme exact, c'est du regret. Mais c'est vrai que parfois, et c'était la question que tu posais, pendant l'été, je te disais que je faisais souvent un break de musique, mais je fais un break de la musique que j'ai l'habitude d'écouter. Et là, je vais écouter autre chose. Là, je vais me rattraper sur d'autres choses ou essayer de voir si mes oreilles ont peut-être besoin d'autre chose que de musique plus synthétique, on va dire, et de retourner sur l'organique. Donc, voilà. Mais dans peut-être, alors, on va pas dire rock, mais alternatif. J'avais parlé au début de l'année, je crois que faisait partie des morceaux à suivre de Glass Ouais. Beams. Et voilà, donc ça c'était pas vraiment rock, mais c'est ce qui s'en rapproche un petit peu plus. Donc, allez écouter Glass Beams, c'est australien. C'est pas anglais. On peut pas toujours aller en Angleterre, même si on a envie d'y aller. Parce que c'est vrai que c'est là-bas. Moi, c'est ce que je préfère. Je suis parfaitement d'accord. Allez, on enchaîne avec une autre question envoyée cette fois-ci par Roberto qui nous dit: Salut Théophile, salut Pierre Armand et salut à toute l'équipe. Déjà, merci pour tout ce que vous faites, les MOOC, les différents podcasts et bien sûr le site. Allez, première fois que j'envoie une question. J'ai toujours écouté beaucoup de sons, de beaucoup de styles différents et j'ai redécouvert plein de musique grâce à Hop Culture. Cependant, étant donné que je vous écoute en voiture, je ne prends pas le temps de tout noter. La playlist est enfin dispo sur Deezer, forcément, je suis sur Spotify. La question est: à quand la playlist sur Spotify?
Spotify. J'imagine que ça prend du temps de tout faire, mais est-ce que je peux l'espérer ou dois-je me résoudre à migrer sur Deezer? Merci pour la réponse et bonnes vacances bien méritées à tous. Signé Roberto. Euh, alors, je me permets de répondre à Roberto. Déjà, il y a un de nos Vas-y. auditeurs qui a recréé aussi la playlist sur Spotify. Donc, Roberto, si tu tapes Hoop Culture, je pense que tu la trouveras. Personnellement, moi, je recréerai pas ou je l'alimenterai pas sur Spotify pour une raison toute simple, c'est que j'ai changé, effectivement, j'étais sur Spotify par le passé, j'ai changé l'année dernière pour passer, il se trouve que c'est sur Deezer. C'est pas tant pour faire de la pub pour Deezer, c'est juste, je vais expliquer pourquoi je suis plus sur Spotify, c'est qu'au-delà de la faible rémunération donnée aux artistes par Spotify, c'est quand même une des plateformes de streaming, tu me corrigeras hein, si je me trompe, Pierre Armand, mais qui rétribue le moins bien les artistes. Il y a quand même eu toute une partie de prise de position par le patron de Spotify, que ce soit Ouais. en finançant les élections aux États-Unis ou bien en investissant de manière massive dans une start-up qui a pour but de créer des drones militaires, font que moi, j'ai pas eu la volonté de continuer à donner mon argent à Spotify. Voilà, c'est ma raison purement personnelle. Donc, si vous voulez ou si l'auditeur qui a créé la playlist sur Spotify veut continuer à l'alimenter, merci à lui. Ça fait vraiment plaisir aussi qu'il ait fait ça. Mais personnellement, moi, je ne l'alimenterai pas sur Spotify. Oui, voilà. Alors après, si chaque semaine, si vous avez... et merci à ceux qui Ouais, l'ont recréé sur Apple Music également. Si vous souhaitez continuer à le faire, on vous en remercie et vraiment merci beaucoup. N'hésitez pas. De toute façon, chaque semaine dans le Culture sur YouTube, on vous met les recommandations, les images et puis si vous connaissez les morceaux, n'hésitez pas à aller les rajouter. Comme ça, on se met à jour, pour tout le monde. Moi, je suis ni Spotify ni Deezer, je suis sur Apple Music, donc l'auditeur qui nous l'a créé sur Apple Music, s'il veut qu'aussi je l'alimente, avec grand plaisir. Je ne sais pas si je peux le faire librement ou s'il faut ouvrir des droits là-dessus parce que c'est lui qui l'a créé, mais s'il veut qu'on le fasse ensemble, avec grand plaisir, hein, il me contacte sur nos réseaux Hangtime Mars et je serai là pour lui ou sur même la page Upcult sur Instagram et on répondra bien sûr pour essayer de vous caler ça le mieux possible. ouais. Ouais, absolument. Allez, une question on est toujours dans le son, donc, pour ce début de Hop Culture, une question qui nous est envoyée par Tom et qui nous dit, alors il l'a destinée à moi, mais je pense qu'elle est pour toi aussi, parce que c'est toi qui avais parlé de ce disque. Vous avez récemment évoqué la sortie du dernier album de The High and Mighty. Je valide ce choix, cet album déchire. Cependant, où est-ce que vous vous fournissez en 2025 pour avoir un album physique semi-underground? Si vous avez 2-3 tuyaux, ça m'intéresse. Où est passé le temps où je pouvais passer des après-midi entières à fouiller dans les bacs de Gibert à la recherche d'une bonne pépite? Signé un amoureux de l'objet qui achète des MOOC et qui aimerait bien pouvoir continuer à acheter des disques. Merci pour tout les gars. Déjà, il faudrait savoir où tu te trouves, mon bon ami, Tom, parce que si tu es à Paris, déjà, t'as un peu plus de chance que quand tu es dans d'autres secteurs. Bon, après, voilà, tout dépend de ta manière d'appréhender la musique, en fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour ton kiff à toi? Est-ce que tu veux en même temps faire une réelle démarche vis-à-vis de l'artiste que tu veux écouter? Je sais que moi, il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup d'artistes, j'achète des disques sur Bandcamp, sur leur Bandcamp, parce que l'argent leur revient directement, hein. Ils sont beaucoup mieux rémunérés sur Bandcamp. Alors certes, on va peut-être le payer un peu plus cher, notamment sur les frais de port que quand on le récupère à la Fnac ou dans des grosses franchises. Mais voilà, il y a une démarche aussi où on permet à un artiste de continuer d'exister, de faire des projets. Peut-être qu'avec cet argent, il va pouvoir s'acheter du matériel, faire des lives encore mieux. Enfin voilà. Euh, Ensuite, sinon, c'est au petit bonheur la chance. Il y a Discogs. Mais le fait de se dire, tiens, je vais aller dans un disquaire en ayant la certitude qu'on pourra trouver le High and Mighty ou quoi que ce soit, ça, Théo, peut-être sur Paris, tu as des meilleures adresses que moi. Sur Marseille, on a des gens qui sont là. On a Galette. Je sais qu'à Nantes, il y a DJ Mohar qui a ouvert un super magasin de disques. Ici, il y en a quelques-uns aussi, mais qui sont parfois un peu plus spécialisés. Il y en a un qui est spécialisé en musique caribéenne. Il y en a qui sont un peu plus généralistes. Mais dans tous les cas, de toute manière, ce genre de sortie-là, si vous allez chez votre disquaire et que vous lui demandez est-ce que tu peux m'attraper le dernier Mighty, normalement, il devrait vous l'attraper, hein. Ouais, c'est ça.
À mon avis, c'est Ouais, jouable. non, mais j'aurais dit comme toi, Pierre Armand, effectivement, Bandcamp, quand les artistes ont un Bandcamp. Sinon, Gibert, dont parlait l'auditeur, là, dont parlait Tom, je crois, c'est vraiment, je pense, sur Paris, en tout cas, un des meilleurs pour ce genre de produit très précis. Ils arrivent à avoir justement des disques comment dire, de labels indépendants. Je pense que le High and Mighty, par exemple, s'il sort en vinyle, il sera disponible à Gibert. C'est aussi une des dernières grandes enseignes en ce qui concerne les magasins de disques. Je parle pas des magasins plus petits comme Crocodisc ou les petits disquaires, mais voilà, Gibert, je trouve c'est pas si loin que ça de la Fnac, pas en volume, mais je veux dire, c'est un magasin généraliste. Pour le Gibert de Paris, franchement, et notamment celui qui est à Saint-Michel, les vendeurs sur le rayon rap, c'est les mêmes depuis 20 ans, ils s'y connaissent parfaitement. C'est encore un des derniers magasins de ce type où tu peux aller demander un conseil au vendeur, tu peux lui dire j'ai écouté ce morceau-là, mais je sais plus exactement ce que c'est et avoir une réponse. Donc j'aurais dit ça. Sinon, après, c'est vrai qu'en Europe, il y a des plateformes qui ont ce genre de choses. Alors, c'est pas la même chose que d'aller dans un magasin en direct, mais il y a comment dire, le site et magasin allemand hhv.de, que tu connais bien, Pierre aussi, qui a souvent toutes ces références-là. Et il y a un autre magasin qui s'appelle RRC. C'était avant Tough Kong qui était basé en Italie. Maintenant, ils ont déménagé. Je crois qu'ils sont aux Pays-Bas ou quelque chose comme ça. Ils ont aussi énormément de petites sorties, que ce soit voilà, les artistes comme Crime Apple, Rome Streets, ce genre d'artistes. Souvent, c'est disponible sur leur Mm. plateforme. Mais c'est vrai qu'il y a plus. T'as plus vraiment ce délire d'aller rentrer dans un magasin et te dire je vais fouiller, je vais tomber sur une pépite parce que déjà les disques maintenant en physique sortent largement après leur sortie en numérique. Donc finalement, les disques, quand tu vas les chercher, tu les connais déjà un peu. Ça enlève un petit peu de la magie, je trouve, de rentrer chez toi et d'écouter le disque sans l'avoir écouté. Et l'autre élément, quand même, c'est le prix des disques dont l'inflation est folle quand même sur ces 10 dernières années, ça a quasiment C'est doublé. ça. Donc t'as plus non plus ce petit plaisir que tu pouvais te faire de dire ah bah hier je suis rentré dans un magasin pour voir ce qu'il y avait, je suis ressorti avec 3 disques alors que je savais pas du tout que j'allais en chercher. Là ça devient compliqué quoi. Oui, oui, c'est de plus en plus rare. Alors après, tout dépend de l'objet qu'on a entre les mains. Si c'est un simple, un double, mais bon, moi je suis pas assez spécialiste pour connaître les qualités de pressage. Bon. Mais malheureusement, ce que recherche Tom aujourd'hui, c'est d'aller voir un disquaire, de lui dire, voilà, moi j'ai adoré ça, qu'est-ce que tu as dans la même Hmm, veine, quoi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un algorithme, malheureusement. Sinon, c'était Aldo Rythme, ce qui serait un super nom c'est clair. un super nom, un super nom de musicien, Aldo Rythme. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué à regret pour beaucoup. Mais il faut passer du temps. Alors après, il y a ce fait-là aussi, attention. C'est que les gens disent, moi, oh, ça me manque, etc. Mais il y a plein de gens, ils prennent plus le temps, ils ont plus le temps, ils se disent, mais je vais pas aller passer 1 heure chez un disquaire à tout écouter, à prendre le disque, à Hmm. l'ouvrir, non, non, ça me va, non, 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 il faut que ce soit immédiat, il faut que ce soit tout de suite, il faut que je le trouve maintenant. Donc c'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est de plus en plus compliqué. Allez, une question qui nous est envoyée par Simon Capelli-Velter, à qui on passe le bonjour. Salut Simon, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, et qui nous dit hello les gars, j'espère que vous allez bien. Une question toute bête, mais pas si simple, enfin j'espère. Qui sont les 3 joueurs les plus hoop culture de l'histoire? Éventuellement les 3 joueurs les moins hoop culture ever, mais c'est chaud de ne pas tomber dans le jugement personnel ou la hate un peu gratuite. Et surtout, qui est le coach le plus hoop culture de l'histoire selon vous? Entre parenthèses, j'ai pensé à ça en entendant Théo évoquer les trajets en caisse de Mike Malone qui se colle du rap des années 90 dans sa bagnole. Alors pas facile ça, hein. Alors, les joueurs les plus hoop culture de l'histoire, on va dire. Alors, il faut une légende, donc on va dire Jordan. On va dire Allen Iverson parce il a modifié pas mal la culture sur plein de points. Et il faudrait un débile. Bah oui, il faudrait un débile parce qu'on en sort quand même des conneries. Donc, il faudrait un vrai débile. Je sais pas, Ron Artest, voilà. Ah oui, c'est bien en plus, qui a fait du rap aussi, Moi, qui a financé des disques je du quiz, dirais, donc très bien, ouais. je dirais Jordan, Iverson et Ron Artest. Ou LeBron pour la longévité. Et pour les moins hoop culture alors? Les moins hoop culture. Euh, Alors,
James Harden, parce que nous, Théo et moi, on est bons de deux côtés du terrain et qu'il n'en faut pas une. On va dire. Chris Paul. Ça, c'est les jours que tu détestes le plus, Et c'est pas. c'est vrai. Non, T'as je rigole. brillé sur une autre C'est pour ça, thématique, là. j'attendais que tu me le dises. Les joueurs les moins hoop culture. Ça, c'est pas facile, ça, hein. Ouais, non. Moi, instinctivement, j'ai Jonathan Isaac du Magic qui m'est venu en tête. Parce que j'ai trouvé qu'il était bien contre-temps quand même dans la bulle, personnellement. Qui est pas hoop culture. Elle est cool cette question-là. Qui est-ce qui a... Paul Pierce, il est pas hoop culture. Draymond Green, il est Il est pas pas hoop au culture, culture. Draymond Green? Ok. Draymond Green, il est pas hoop culture. Il est teubé, mais il est pas hoop culture. Il est pas. Voilà. Non, Draymond Green, il est pas hoop culture. J'essaie de réfléchir. Ouais. En fait, c'est se demander si on nous disait vous pouvez inviter tous les gens que vous voulez, sauf 3 dans Hoop Culture. Tous les joueurs peuvent passer dans Hoop Culture, lesquels vous ne feriez pas passer dans Hoop Culture. Vraiment. Alors ouais, elle est pas mal cette question. Effectivement, elle est plus dure sur les joueurs pas Hoop Culture que le reste. J'essaie de trouver quelqu'un qui a l'air manifestement fier de ne pas être cultivé. Quand j'utilise le terme cultivé, c'est pas du tout de manière élitiste, hein, c'est juste d'être fier de rien savoir sur rien. J'ai bien envie de mettre Kyle Kuzma, mais bon, je crois que je vais mettre Kyle Kuzma dans les mots Hoop Culture. Par principe. Allez, donc ça en fait... Non, bah on en a 3, c'est ça? Jonathan Isaac, Kyle Kuzma et Draymond Green. Ça, t'as mis... Ouais, ça fait 3 déjà. Ça me va. Alors Simon, il nous avait mis lui, il nous avait mis ses options. Il avait dit, à l'évidence, il aurait dit Jalen Rose et Chris Webb pour Chris Webber, pardon, pour Chris Webb. Il a mis C-Webb. Chris Webber pour les plus Hoop Culture. Ensuite, on se doit de mentionner PJ Tucker. Ah bah oui, rien que pour sa collection de sneakers. Ouais. Ah oui. KD qui en vrai s'est limite trompé de carrière et aurait dû faire journaliste indépendant rap NBA geek, ce qu'il fait limite déjà via son pod et ses Twitter. Et en vrac, je pense à KG, à Karim évidemment, à Gilbert et Kyrie. Quelque part quand même, je rêve d'un podcast co-animé par les deux. Alors là, bon courage. Ou encore, en parlant de duo de podcasteurs, à Stephen Jackson et Matt Barnes. Pas mal. Ouais. Et pour les moins Hoop Culture, il nous proposait Karl Malone se pose là, John Stockton aussi. Et puis bon, les David Robinson, ouais, Mark Jackson ou encore Avery Johnson ne me semblent pas trop dans le délire. Mais encore une fois, je me rends compte que c'est un peu bâtard cette question. Trop facile de tomber dans le jugement politique, voire dans la hate pure et simple. Même si Spencer Hawes mérite un peu ou Clyde Drexler pour avoir, à vérifier tout de même, financièrement soutenu un event en faveur de Trump. Ça, je sais, je n'étais pas au courant pour Drexler. Ah oui, pour les coachs. Alors, il demandait aussi pour les coachs. Est-ce qu'il y en a un qui te semble... Moi, Pop, il est trop culture. Qui tu as dit, Pierre Armand, pardon? Ah, Popovic. Ouais. Trop culture. J'aurais dit Popovic ou Steve Kerr. Ouais. Trop culture parce que... Ouais, parce qu'il a l'esprit... Ouais, Steve Kerr aussi, parce que c'est des gars, ils ont l'esprit ultra ouvert. Il n'y a pas de... On reste entre nous. Il n'y a pas de World Champions d'un côté et les autres, c'est de la merde. Et voilà, c'est des gens qui vont hors des limites du terrain, comme nous on fait. Et je pense que oui. Et pas Hoop Culture, Doc Rivers. Parce que moi, je ne te jetterai jamais sous les roues du bus. Ça me va droit au cœur. Simon qui nous disait pour les coachs, honnêtement, Don Nelson m'apparaît comme une évidence. Très bien vu pour Don Nelson. Ouais. C'est vrai, bien vu. Et si Phil Jackson est peut-être plus Hoop Culture, plus Hip Culture, effectivement, que Hoop Culture, il me semble en tout cas un mec plutôt cool. Pop forcément doit être mentionné, mais même si je ne suis pas sûr de sa dimension Hoop. Et je vois bien Spolstra écouter du Earl Sweatshirt en douce et s'envoyer des petites playlists à la fraîche avec Kenny Atkinson. Joe Mazzulla était dans le groupe WhatsApp, mais ils ont dû le virer. Il était trop à cran et répondait en majuscule et dans la seconde à chaque putain de message. Après, je pense que JJ Redick, il peut être au culture aussi. Il doit être un bon gars. C'est un bon gars. Je pense qu'il doit être bien relou au quotidien, franchement. Je pense qu'il doit être plus dur à se coltiner au quotidien que les autres. Mais ouais, j'adore la phase sur Mazzulla. Excellente phase, Simon. Merci encore pour ton message. Bravo. Bien joué. Allez, un message de Maxime.
Merci pour votre travail et vos MOOC toujours au top. Question pour Pierre Armand. C'est qui cette dame dans les posts? Et je voudrais une vraie personne pour une dernière fois. Merci encore. On veut tout savoir sur la dame. Alors sur la dame qui a un alias hip-hop ultra connu maintenant et reconnu outre-Atlantique et chez nous, Rinko. C'est une personne, je croise tous les vendredis parce que je prends toujours le même trajet pour quand je vous fais les 3 infos essentielles, le temps de poser les enfants dans le petit à la crèche. Du coup, voilà, je la croise tous les matins et elle promène son petit chien, un petit York, hirsute, dégueulasse. Il est toujours sale, ce York, il est terrible. Voilà, et Rinko, c'est le personnage un peu marseillais tel que vous pouvez l'imaginer, trop sympa, mi-cagole, mais ultra attachante, ultra gentille, qui s'intéresse à plein de choses. Elle s'intéresse tout autant à Tyrese Haliburton qu'à Shai Mamou. Il y a eu un soupçon de truc avec Antoine. Voilà, elle voyage beaucoup. Elle est toujours partante pour déconner. Sauf que là, vendredi dernier, elle en a eu marre de moi. Elle m'a clairement dit que c'était l'heure des vacances parce qu'elle allait me péter la gueule si je continuais à crier dans la rue comme je continuais à le faire. Voilà. Mais elle est là. Elle n'est pas prête de partir. Hein. Je la croise toutes les semaines. Et elle sait qu'elle participe à ça et elle est ravie. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il y a une vraie personne à l'origine de ce personnage, ce que j'ai découvert aussi en cours de série des 3 infos essentielles de la semaine. Si vous ne voyez pas de quoi on parle, c'est la petite vidéo qu'on publie tous les vendredis en fin de matinée, midi, voilà, dans laquelle Pierre Armand nous compile les 3 infos qui sont vraiment absolument et essentielles de la semaine, à côté desquelles il ne fallait pas du tout passer. À côté desquels on ne peut pas vivre, ou en tout cas on vit moins bien. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est essentiel. Mais oui, c'est vraiment une vraie personne. Alors, à qui je vais être très honnête, je n'ai jamais dit qu'elle faisait partie du quotidien, enfin d'une vidéo hebdomadaire, qu'elle m'avait inspiré, ce personnage-là. Mais quand je suis dans la rue et que je parle parfois à un mur et que les gens me regardent en disant qui c'est ce timbré, voilà, je pense à elle et c'est elle que je croise. Voilà, donc je l'embrasse. Elle ne le sait pas, mais je lui fais un gros bisou. Et d'ailleurs, je l'ai croisée encore ce matin. Magnifique. Big up à Rinko, qui est devenu maintenant légendaire. Ouais. Légendaire. Allez, j'enchaîne avec une question de Pierre qui nous dit je ne vais pas me répéter encore et encore, mais merci pour votre boulot authentique qui nous rend toujours plus fiers de cette hoop culture. En parlant de ça, petite question sans énormément d'originalité, elle est dans l'objet, mais un MOOC spécial hoop culture sur tout ce qui entoure de près ou de loin le basket, la culture de rue, les sneakers, l'Asie et compagnie. Quand est-ce que vous allez sortir ça ? Je suis sûr que ça fera encore un objet magnifique sur nos étagères. Et en pièce jointe, il nous a envoyé une photo de sa collection de MOOC, dont il nous dit que ce sont ses reliques à lui. Merci beaucoup, Pierre. Et il nous dit aussi « Merci de m'avoir permis d'avoir mon paragraphe hommage dans le numéro Kobe, idole de toujours. » Ah voilà, tu vois, j'avais même oublié. Et Free Palestine, voilà, il termine son message comme ça. Pierre, Pierre, est-ce que tu veux répondre à la question de Pierre ? Écoute, je n'ai qu'un seul mot que je qualifierai. 2 points, moi, virgule, je suis chaud. Ouais, ça se fera. Ça se fera. On ne sait pas encore si ça sera un MOOC, un livre ou autre chose, mais sachez qu'on y réfléchit depuis un petit moment. Pour tout vous dire, rien n'est encore arrêté, mais je pense qu'on sortira forcément quelque chose. Ouais. Oui, et puis on y pense, il y a tellement de gens en plus qui seraient ravis de participer à ça, d'artistes qui seraient ravis de participer à ça, on a 1000 idées, on aimerait bien même faire des soirées Hoop Culture, pourquoi pas, on pourrait s'organiser ça, on viendrait mixer du bon son, vous mixez du bon son là-dessus. Ça, ce serait bien cool. Carrément. Allez, on enchaîne. Petite question pour la dernière, les gars. Une question envoyée par Maxime. Déjà, un grand merci pour l'année. Vous m'avez régalé. J'ai une question. Hormis le buzzer beater, quel serait votre geste un peu fétiche, ce que vous adorez faire sur un terrain ou ce que vous appréciez particulièrement ? Exemple, une passe décisive, un contre, une interception, la défense ou autre. Et du coup, un joueur un peu hipster que vous adorez pour cela. Moi, étant fan de passe, j'ai adoré la créativité du célèbre White Chocolate.
Et après, une question bonus, mais je te lance déjà sur celle-ci. Alors, j'aime beaucoup son début, genre, outre le buzzer beater, ce qu'on a vraiment l'habitude de faire, hein. C'est-à-dire de coller des buzzer beaters. Pour la gagne, en plus, j'imagine, il pensait à ça. Alors, moi, depuis le temps que j'ai plus de. Pour battre le buzzer, il faut avoir l'horloge. Moi, ça fait longtemps que je joue plus. Je joue en basket organisé, mais sans horloge. Il n'y a plus de carton ou quoi que ce soit. On a un créneau, 1 heure et demie, c'est parti. Le seul buzzer, c'est la lumière qui s'éteint parce que le gardien a dit dégage. C'est tout. Donc, à la limite, si je mets un shoot à ce moment-là, C'est buzzer voilà beater. le buzzer beater, mais vu que la lumière s'éteint, on ne saura pas s'il est rentré ou pas. Pour moi, il sera rentré. Non, moi, je kiffe. Moi, je suis pas grand du tout, je suis même très petit, et mon kiff, c'est d'intercepter le ballon. Et mon grand kiff, c'est d'intercepter les ballons sur les remises en jeu. Alors, ça, c'est C'est beau vraiment. ça. Ouais. Alors, sur les remises en jeu, ligne de fond, c'est-à-dire d'être bien planqué, tu vois, d'attendre que le mec il dorme et bam, et d'arriver. Ça, c'est mon kiff. Et après de me faire contrer sur le layup, mais ça c'est accessoire puisque le grand qui a fait la mauvaise passe, il m'attend bien comme il faut. Mais non, j'adore intercepter le ballon. Ça c'est mon grand plaisir d'arriver à lire le jeu, au bout deux fois, de voir le gars en fait, leur schéma c'est toujours un petit peu le même, l'autre qui vient, qui coupe ligne de fond et de faire l'effort, le pas qu'il faut pour soit. Alors quand je dis intercepter, j'élargis. Pardon, hein, Théo, Ah, mais non, je te vas-y. coupe. Mais soit d'intercepter, soit d'être suffisamment chiant pour que le meneur qui arrive et il va à droite et me voit faire un pas de côté, change voilà. Pour moi, ça compte comme si j'avais niqué le ballon. C'est exactement pareil. C'est le voir, le gars qui change d'avis parce que sinon il sait que je suis pas loin. Ça me va très bien. C'est ma meilleure récompense. Nickel, nickel. Écoute, moi alors, j'en ai deux en fait. Je vais te dire mon geste fétiche parce que c'est pas un geste que j'ai fait souvent, mais que j'ai vu, et je vais donner la circonstance, j'ai vu à la télé et je me suis dit, ça, faut que j'arrive à le faire dans ma vie. J'ai réussi à le faire 2 fois. Depuis, je casse, tu sais, j'entraîne une équipe de seniors filles sur Paris, je leur casse les pieds avec ça, je leur envoie. Chaque fois que je vois une vidéo de cette action-là, je leur envoie en leur disant, parce que c'est mon délire. C'est sur une remise en jeu ligne de fond, quand tu fais la remise en jeu et que le défenseur est dos à toi, lui mettre la balle dans le dos pour la récupérer et rentrer sur le terrain. J'ai vu Scottie Pippen faire ça en finale NBA 92 dans le dos de Danny Ainge. Bon, lui, il dunkait derrière. Moi, j'ai jamais été jusqu'à cette partie-là de l'action. Mais par contre, j'ai pu le placer 2 fois en match et à chaque fois, j'ai été trop fier de moi de l'avoir fait. Donc ça, c'est mon action un petit peu fétiche de geek. Et sinon, dans le jeu, je pense Alors, c'est pas un go-to-move, mais le truc que j'aime bien, c'est... Sur du jeu un petit peu posté, un petit fadeaway quand je suis à gauche du panier, là j'ai un fadeaway qui est relativement fiable. C'est un des derniers trucs qui me reste avec l'âge, tu sais, où de toute façon ça demande pas énormément de qualité physique, donc il passe encore une fois de temps en temps. Ça, j'aime bien ce petit move. Écoute, très bien. Moi, sinon, c'est d'être à 0 degré, à 4 mètres. Et là, j'aime quand tu sais, l'intérieur, je coupe, je me retrouve de l'autre côté et que l'intérieur me donne la balle et il part déjà dans l'autre sens. Si c'est que c'est C'est cash bon ça. money. Voilà, ça, c'est mon kiff. Ça, c'est mon kiff. Le go to move. Allez, on enchaîne avec une question de Vincent. Salut Théo et Pierre Armand, merci pour le Culture qui est un rendez-vous incontournable de mes lundis matins. Vos avis sont toujours argumentés, jamais à l'emporte-pièce, les vibrations sont bonnes, ne change rien. Merci beaucoup Vincent. Petit jeu marrant ou pas de fin de saison. Pouvez-vous associer un joueur actuel ou retraité de la NBA à chaque nom des 7 nains, puis à chacun des 7 péchés capitaux? Wow. Allez, je te les donne. Allez, je te les donne et tu me dis ce qui te passe par la tête. Prof. Prof, C'est exactement ce que j'aurais dit. Allez, Grincheux. Luka 2 Doncic. sur 2, les mêmes que j'avais en tête. Simplet. Bon, là, il y en a un paquet. Ah, Jordan pas mal. Poole. Alors là, moi, j'étais sur J.R. Smith. On n'était pas sur le même, ça change. Atchoum. LeBron, parce que si tu fais Atchoum à côté Pas de lui, mal. il Moi, tombe j'étais par sur terre. Kawhi Leonard parce qu'il est jamais en forme. Timide. Plus dur, ça. Timide.
J'aurais pas dû griller mon Bilal. Kawhi Leonard. Il aurait été bon pour lui. Bilal. Bilal, ok. Timide. Oh, allez, Tim Duncan. Dormeur. James Harden. Eh bien, moi, j'aurais été sur Timac à coster des yeux à la droupie. Ah bah oui. Et enfin, joyeux. Joyeux. Et moi, je vais dire Steph Curry, qui a tout le Qu'est-ce temps le sourire, lui, quand il joue. Ouais. Ouais. Un gars qui kiffe jouer au basket, voilà. Steph Curry. Ouais. Ouais, très bien ce petit jeu. Allez, j'enchaîne avec les 7 péchés capitaux. Orgueil. Kevin Durant. C'est bien. Ouais. J'hésite avec. J'ai pensé à LeBron, mais c'est un peu dur parce que je trouve ça un peu dur. Allez, je vais rester sur LeBron. C'est le premier qui m'est passé par la tête. Gourmandise. Kobe Bryant. Pas mal. Plus gros croqueur de l'histoire. Très bien, très bien. Moi, j'étais sur Oliver Miller. J'étais hyper littéral dans, dans ma réponse. Oui. Paresse. Paresse, Luka Doncic. Mm. Je reviens sur Luka. Non. Ouais, un peu Luka, parce qu'il est quand même paresseux sur certains. Et moi, je vais dire Shaq. Luxure. Plus dur. Oui, Shaq. Lou Williams. Euh, Ou Will Chamberlain, mais Lou Williams. très bien les deux. Ouais, j'ai pas mieux. J'avais parti sur Sean Kemp, mais les tiens sont mieux. Ouais. Avarice. Michael Jordan. Bien, moi je vais dire Latrell Sprewell, parce qu'il y a quand même une fois où il a refusé un contrat NBA en disant qu'il avait une famille à nourrir. Il a jamais retrouvé autant, je sais plus combien c'était, de millions de l'époque. Oui, alors à ce moment-là, tu mets Dennis Ouais. Schroeder. Ouais. Colère. Colère. Je vais Il y en dire a un Draymond, paquet, moi. mais ouais, j'ai vraiment été choqué par l'image de Draymond sur Rudy Gobert. Ouais. Ouais. Et enfin, envie. Alors ça dépend, oui. Alors, qui nous fait envie ou qui Je pense lui-même a que envie. c'est un joueur qui fait envie, qui a tout le temps envie, qui lui est envieux des autres. Ah, qui est Ouais, qui est jaloux? c'est comme ça que j'aurais compris, ouais. Ah, un mec un mec qui a les nerfs et qui est jaloux. Euh, Hmm. J'ai déjà grillé Ouais, c'est les pas, deux qui me viennent en tête, je les ai déjà dit. J'aurais dit LeBron avec la course au GOAT et j'aurais dit Draymond Green avec son côté rageux envers Rudy Gobert ou tous ceux qui sont nominés pour être potentiellement des meilleurs défenseurs de l'année. Il faut que j'en trouve un autre. Non, moi je te trouve. Alors, j'en ai deux. C'est Shaq qui Ah me oui, c'est vrai. casse les couilles avec son histoire de toujours. Et moi, c'est Asia Ah, Thomas, très bien. Très le bien. vrai. Parfait. Voilà. Très bien. Bah, c'est Vincent Reculot, l'auteur de NBA All-Star Name, qui nous a envoyé cette question. Donc merci beaucoup Vincent. Très cool. Ouais, on l'embrasse et bravo, Ouais, pour son travail. carrément. Il y a des agendas qui sont sortis. Ah oui? NBA All-Star. Super. Ouais, ouais. Des agendas qu'on trouve pour faire son année scolaire. Ils sont super beaux. Allez-y, on les trouve partout. J'en ai vu à la Fnac l'autre jour. Ah, c'est cool, je savais pas du tout. Alors attention, là, il y a une question qui m'a envoyée par quelqu'un, la signature, c'est Charles de Marseille, voisin et camarade occasionnel de basket de Pierre, donc j'espère que c'est une question bien piégeuse. Vous dites que vous êtes souvent attaqué quand vous parlez société et politique. Désolé, mais je vais vous donner l'occasion de prendre une volée de commentaires désobligeants avec ma question/réflexion. Je commence à avoir un gros conflit de valeurs avec la NBA, une machine à fric qui assume toujours plus un côté business qui me semble hors sol, et aussi avec le pays dans lequel elle est majoritairement implantée pour des raisons que vous imaginez. Même si les valeurs qu'elle affiche sont très loin de celles des gens au pouvoir aux USA, l'appât du gain mis à part, entre parenthèses sans parler des propriétaires des franchises, je commence à faire un petit amalgame en me disant que c'est plutôt une partie du système, au mieux attentiste ou opportuniste, à l'image des GAFAM qui ont vite retourné leur souhait à capuche, qu'un potentiel lieu de résistance. Avez-vous ce type d'état d'âme en ce moment ou en général, et comment vivez-vous cette relative contradiction en tant qu'observateur préoccupé par ces dérives et fan de basket et fan de basket et de street et de pop culture US. Merci à vous, continuez comme ça. Il faut comprendre en fait.
Alors, je sais que Charles a parfaitement compris ça, hein, parce que le connaissant, je connais ses réflexions là-dessus, mais il faut comprendre le contexte et le pays où ça se trouve. Voilà. Le rapport à l'argent et à la fortune et aux millions de dollars aux États-Unis est totalement et complètement différent de chez nous. Euh, je vais prendre un exemple très simple. Quand tu vois les superstars là-bas qui arrivent avec des colliers, c'est culturel aussi, hein, c'est la culture hip-hop qui fait ça, mais avec des signes extérieurs de grande, grande, grande richesse. On voit la Melo Ball ou plein de gens. Et il y en a qui sont pas comme ça. Un mec comme Devin Booker est beaucoup plus en retrait. Je parle des superstars les plus médiatisés en tout cas. Nous, ça arrive, c'est pas possible chez nous ça. Ça fonctionne pas. Tu vois un mec tu vois, même culturellement, dans leur manière de voir les choses. Regarde, un mec comme Victor s'affichera jamais avec des choses, avec un jet privé ou des choses comme ça. Un mec comme Rudy le fait pas. Un mec comme Kylian Mbappé le ferait jamais. Un mec comme Zidane le fait pas parce que c'est pas dans notre culture. Donc les millions et les centaines de millions qui sont, encore une fois, c'est pas vraiment la question de charme, mais qui sont affichés, qu'on voit, on joue avec cette richesse, on la montre, on la fait briller. Je pense que c'est totalement différent de ce qui est là. Après que la NBA soit une machine à fric, ça, je pense qu'on se trompe parce qu'aujourd'hui, on connaît les montants et c'est des sommes qui n'ont aucun sens. Mais depuis 1984, la NBA, c'est une machine à fric. Il ne faut pas croire une seconde que il y a ce grand fantasme que 1992, les Jeux Olympiques de Barcelone, la NBA envoyait ses joueurs parce qu'ils voulaient vraiment l'or. C'était la plus grande opération marketing de l'histoire de notre sport, hein, la Dream Team. Il n'y a rien à en discuter. Il y a des millions en jeu, par notre faute aussi. Hein, si on n'était pas tout le temps là à acheter les League Pass et tout ce qui va avec, bah, il y aurait peut-être moins d'argent. Les droits TV sont mondiaux. Et après, c'est l'histoire de redistribution de richesse. Mais moi, je suis persuadé que quel que soit le montant dont sont payés les joueurs, il y a toujours un gars qui s'engraisse encore plus pour avoir un yacht encore plus grand que celui du propriétaire de la franchise à côté. Donc voilà, c'est sûr que dans le monde actuel, nous, en Europe, ça nous paraît aberrant, mais chez eux, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est une manière de faire les choses où l'argent, plus on en a, plus on est important et on l'affiche de manière beaucoup plus ostentatoire que chez nous. Donc, c'est vraiment deux manières de voir les choses. Moi, je suis pas. Ça me saoule hein, de voir les bagnoles à je sais pas combien, ou de voir Dwight Howard qui arrive avec sa bague pour faire démarrer sa bagnole. Enfin, je trouve que c'est d'un ridicule absolu. Ou les 18 maisons des uns des autres. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein. Ouais, je te rejoins là-dessus. Alors, là, les sommes n'ont pas de sens de toute façon. C'est vrai que nous, enfin moi je suis Non, elle en parti a du aucun. principe que de toute façon ça n'a pas de sens, mais c'est global en fait, que ce soit eux ou que ce soit des PDG ou certains de nos ministres, je vais te dire, les sommes sont Bien déconnectées sûr, de la réalité bien de ce sûr, que tu bien apportes. sûr. Donc c'est vrai que c'est même plus vraiment, tu vois, j'y pense même plus vraiment de cette manière-là. Il y a plein de choses à critiquer en NBA, clairement. Malgré tout, et c'est pas pour défendre cette ligue, hein, c'est déjà à l'image des. Enfin, quand on regarde les grandes ligues sportives américaines, je trouve quand même que c'est celle qui est, après la WNBA, la plus progressiste, quand même, la plus prompte, notamment depuis l'arrivée d'Adam Silver à s'engager dans une certaine mesure sur les questions de société. Je trouve aussi que les joueurs, dans leur ensemble, donnent une plutôt bonne image du sport. On en parlait une fois dans un CQFR avec Antoine, je crois. Moi, j'aime beaucoup en fait ce qu'ont apporté Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et même LeBron quelque part, notamment sur la deuxième partie de sa carrière. On est sorti vraiment de l'archétype des superstars des années 90 où c'était je gagne parce que je domine et j'écrase les autres, Jordan y compris, qui a beaucoup participé à façonner cette image-là et dans laquelle voilà Kobe, très logiquement, s'est inscrit dans cette lignée, mais c'était pas le seul. Moi, j'aime bien les valeurs en fait qui sont dispensées par les superstars de la NBA aujourd'hui.
C'est aussi, il faut aussi garder en tête que c'est très américain, effectivement, de vouloir gagner beaucoup d'argent. C'est aussi très américain de s'engager dans des causes caritatives. Quasiment tous ces sportifs-là ont des associations, des fondations, etc. Après, on peut se poser la question, effectivement, de la problématique d'avoir chacun sa fondation au lieu de mettre de l'argent en commun pour œuvrer de manière plus efficace. Ça, c'est une vraie question, hein, qui se pose dans tous les domaines. Mais j'ai pas tant de mal aujourd'hui avec la NBA, avec ce qu'elle représente. Il y a d'autres éléments, tu vois, de la culture américaine qui me posent plus de problèmes et dont je me suis dissocié plus simplement, plus facilement. On parlait tout à l'heure de Spotify, par exemple. Voilà, je me suis dit, mais pourquoi je continuerais à donner de l'argent à cette entreprise qui paye pas les artistes, parce que c'est quand même pour ça que je me sers de cette plateforme et qui en plus défend des idées qui sont pas les miennes. Voilà, donc j'ai pas, à l'heure actuelle, ça me pose pas tant de cas de conscience. J'ai pas tant de cas de conscience avec la NBA. Oui, oui, sur le comportement et les valeurs, ça, je dis pas, mais je pense que Charles, lui, il parlait des sommes astronomiques qui étaient distribuées, redistribuées, à tort, à raison, mal distribuées. Bon, voilà, on a vu les joueuses de WNBA demander à ce qu'on les paye ce qu'elles méritaient. Et je suis d'accord là-dessus parce que les disparités, alors encore une fois, on peut en parler des heures, mais ça se joue surtout sur des droits télé. Ils sont tellement gigantesques entre les hommes et les femmes. Là, alors, elles sont déjà fortes sur plein de postes, mais là, à ce niveau-là, ça, c'est juste. Enfin, on passe même pas du simple au double ou du 1 à 10, on est de 1 à 100, voire 1 à 1000. Donc, c'est un petit peu particulier. Donc, voilà. Mais je partage l'angoisse que peut avoir Charles là-dessus et le malaise que ça peut procurer. Ça, par contre, j'en parle parfaitement. Et l'autre jour, je te disais, tu sais que Cristiano Ronaldo gagnait Oui, plus en un an que les contrats de plein de joueurs. Et j'ai pris une volée de la part de fans de foot qui disaient, mais c'est le premier sport du monde, ça n'a rien à voir. Et encore une fois, si on le paye cette somme-là, c'est que derrière, il y a un gars qui se c'est un gave mec qui encore signe le plus. chèque, de toute façon. Et même le mec qui signe le chèque, il doit se dire, putain, je m'en sors Mm. bien, il aurait pu me demander plus, tu vois? Donc, c'est c'est- c'est le montant au départ qui est complètement débile. Mais c'est une autre époque, c'est autre chose. Et puis, tout est augmenté par les réseaux sociaux, il y a ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui d'une certaine manière, a un peu tué le romantisme de notre sport qu'on voyait, nous, comme un sport de performance, un sport d'élite et pas un sport d'argent ou de business. Mais ça a toujours été le cas. On l'a vu dans The Last Dance où bah, finalement, le point principal, la plaque tournante de cette série, si on s'en rend compte, c'est les rapports entre un GM et ses joueurs et ses histoires Mm. d'argent, ses histoires de contrat. C'est tout. C'est The Last Dance. Toute l'histoire part de là. Donc, c'était exactement la même chose, sauf qu'on était moins au courant. Les sommes étaient moins importantes, donc ça fascinait moins les gens. Mais oui, de savoir que l'an prochain, Shai Gilgeous-Alexander va gagner 800 000 dollars par match, bah oui, je trouve que c'est complètement con pour jouer 40 minutes. Ouais, c'est honteux. Bien sûr que c'est honteux. Bien sûr que c'est honteux. Mais on leur donne cet argent. C'est le leur. Qu'est-ce que je te dis. Mais c'est honteux, Mais oui, après, bien sûr. c'est comme toujours, tu vois, je préfère toujours que l'argent aille aux joueurs plutôt qu'il aille à Ah oui. aux propriétaires, parce qu'en fait, c'est ça la question, et c'est ça qui me choquait un petit peu, tu sais, dans le CQFR de lundi matin avec Antoine, on parlait du All-Star Game WNBA, du fait que les joueuses aient porté ces t-shirts-là, et je suis toujours un Hum. peu étonné quand dans les commentaires, des gens viennent dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elles ont, comment ça se fait qu'elles demandent plus d'argent, c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis toujours un peu surpris. J'ai l'impression que les gens, on vient leur prendre de l'argent dans leur poche à eux et qu'ils comprennent pas que des travailleurs, on peut le dire le terme comme ça en fait, s'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de joueuses, il n'y a pas d'NBA, il n'y a pas de WNBA, il n'y a pas de sport, ça commence par les joueurs et les joueuses. C'est comme ça que ça commence en fait. Je comprends Hum. toujours pas pourquoi ça gêne les gens que les acteurs principaux de ce qu'ils apprécient demandent une meilleure rétribution, rémunération, je vais dire ce terme-là, Rétribution. voilà. Rémunération, ça me dépasse toujours. Donc voilà, non, les demandes des joueuses de WNBA sont tout à fait légitimes. Et pour ce qui est des joueurs, voilà, les sommes ont pas de sens. Je veux dire, à partir du moment où tu vois la différence entre ce que touche un athlète professionnel et ce que touche un enseignant ou un médecin, la question elle est réglée, tu vois. Bien Donc sûr. derrière, rien ne peut avoir de sens. Bien sûr.
Mais bon, ça, enfin, ça fait Mm. 2000 ans que c'est comme ça. Les gens, ils préfèrent aller voir des gars s'entretuer au milieu d'une arène ça, on va pas revenir sur ce débat-là. Il n'a aucun sens. Mais aujourd'hui, c'est pareil. J'entends des gens dire, oui, mais voilà, la NCAA, maintenant, avec le programme NIL, ils prennent beaucoup d'argent. Du coup, ça tue, ça flingue le truc et le côté enthousiaste des joueurs. Mais attendez, enfin, moi, je suis Cooper Flag ou Chris Weber, parce que c'était eux le problème au départ, et encore, ça a mis 25 ans ou 30 ans presque à se remettre. Moi, je suis Cooper Flag, j'ai 20 000 personnes autour de moi qui ont le maillot de Duke avec mon numéro, et moi, je touche zéro, ils portent tous mon nom, ça se vend à la boutique du stade, et moi, je prends zéro là-dessus. Attendez, mais on va où? Enfin, c'est pas possible qu'il y a un gars qui paye 12 000 dollars pour être au premier rang pour voir Duke UNC et que les joueurs ils prennent rien là-dessus alors que c'est eux qu'on vient voir. Mais c'est dégueulasse. Pour moi, tu vois, parler des NCAA, pour moi, les plus grosses ordures, c'est la NCAA. Ah bah oui. C'est l'organisation la plus dégueulasse, peut-être avec le CIO, tu vois, parce que la Mm. corruption qu'il doit y avoir là-dedans, C'est je ne veux clair. même pas savoir, c'est horrible. Je pense que le CIO, peut-être moins aujourd'hui, parce que c'est peut-être plus contrôlé, et encore, je suis même pas sûr. Mais la NCAA, pour moi, c'est le pire de tout. C'est de l'esclavagisme de base. Et encore, je parle même pas des divisions féminines et tout, mais c'est NCAA, c'est des ordures qui crèvent tous. C'est quoi? Allez, bonnes Ah. vacances. Souriez, profitez de la plage. Sur, sur ce, c'était notre recommandation et notre coup de cœur. Magnifique. Allez, une question de François. Je ne fais pas original, mais j'aime beaucoup celle-ci du questionnaire de pivot, dont la réponse évolue souvent avec les temps. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Ouais. À nous? Qu'est-ce que tu aimerais que, si Dieu existe, qu'est-ce que tu l'aimerais t'entendre dire une fois que tu passeras les portes? Euh, j'ai été gentil. J'ai été un gentil. Voilà, moi, c'est ça que je veux qu'on me dise. C'est... Voilà. T'as été un bon gars. T'as été un bon copain. Non, non, voilà. Alors, c'est marrant parce que tu vois, je vais reprendre une phrase que je disais à la fin de toutes mes émissions de radio et tu savais pas que je la disais. À la fin de toutes mes émissions de radio, c'est-à-dire presque 700 émissions maintenant, je dis quoi que vous fassiez, faites-le bien. Mais faites le bien dans le sens, peut y avoir plein de trucs. Faites-le bien dans le sens, faites du bien aux gens ou faites le bien, faites-le correctement. Voilà, je pense que et le faire correctement, pour moi, être correct, le faire correctement, c'est le faire sans écraser des gens, voilà, c'est d'être bienveillant. Et je trouve que la bienveillance, et c'est ce qu'on essaye de sortir dans notre culture souvent, hein, qui nous caractérise. C'est pour ça qu'on s'est bien trouvé, toi et moi, et la vente de Rivers. Mais, euh, mais voilà, qu'on me dise j'étais un bon gars. C'est marrant parce que ma réponse à moi, elle est cohérente avec la phrase que tu dis à la fin de Hang Time. Je pense que ça aurait été quelque chose du genre, t'as fait de ton mieux, quoi. Donc, voilà. Voilà, c'est ça. On traverse cette vie en faisant tout un tas de choses, euh, en se plantant, en faisant des erreurs, mais ouais, j'espère, c'est un peu ce que j'ai en tête à chaque fois, j'aime pas savoir si tu vas réussir, mais avoir l'espoir d'avoir fait du mieux que je pouvais, et je pense que c'est déjà pas mal, donc je serais parti là-dessus, ouais. Bonne question. Mais Ouais. on peut toujours mieux faire, c'est sûr, hein. Mais ça, de toute façon, c'est la quête de la perfection, c'est la quête, je pense, de chaque être humain, du moment où il naît jusqu'au moment où il s'en va. Mais c'est le plus compliqué. Mais dans la quête de la perfection, il peut y avoir voilà, des choses moins glorieuses à faire. Et après, c'est une Mm. histoire de choix. Mais je pense que faire le choix de faire du bien et d'être bon avec ce qu'on aime, si on a réussi ça, même si vous n'êtes pas ultra connu, que vous n'avez pas 3 millions de followers, je pense que si vous avez réussi ça, eh ben, c'est tout gagné. Je partage tout à fait ton avis, tu vois, autant plus l'âge passe, plus je suis sceptique sur l'idée, enfin, mon avis sur l'humanité dans son sens large, comment dire, en fait, j'ai moins foi en l'humanité, mais je garde foi en l'humain, tu sais, vraiment au niveau individuel, quoi. Personne par personne, Mm. plus que dans Mm. les larges groupes. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus, Pierre. Tu vois, il y a deux manières de voir les choses. Il y en a, ils veulent arriver devant Dieu et que Dieu arrive en disant MVP, MVP.
Tu vois? Il y en a, ça c'est leur kiff. Moi, juste j'arrive et il me fait un clin d'œil ou un mouvement de tête, genre, tu vois, ou avec le. Voilà. Mm. Genre, il me fait. Bon, genre, toi et moi, on sait. Voilà, ça me suffit. Ça aurait été une magnifique réponse de dire que Dieu score MVP Ouais. quand Eh, j'arrive. mais- Magnifique. Allez, une question envoyée par Philippe. Pour le dernier Hoop Culture de l'année, un petit mot sur la tournée annoncée de DJ Premier et The Alchemist avec des dates en Europe en novembre. Effectivement, ils doivent venir même sur Paris, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Je sais pas. Je les ai jamais vus sur scène. Je sais pas quoi en penser et je suis pas. Je sais pas. En tout cas, je n'irai pas à Paris pour les voir. Je me suis souvent ennuyé dans des lives de DJ de hip-hop comme ça. Je me suis souvent emmerdé. Voilà. Donc, voilà, ça m'inspire que du bien pour ceux qui vont y aller. Par contre, c'est super. Mais pour moi, c'est des trucs de Alchemist, Premier, c'est des. Voilà, moi, j'écoute Premier sur disque, j'écoute Alchemist sur disque parce que la prod est à leur service et que c'est pas des, euh, des monstres de scène ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas comme quand tu vas voir Q-Tip ou quand tu vas voir certains MC où tu sais qu'ils sont sur scène où il y a une atmosphère particulière. Là, non, ça m'inspire. Non, moi, c'est chouette que ces Mm. gars-là tournent, par contre. Voilà, moi, ça prouve qu'il y a encore une demande sur le fait de voir ces gars-là et qui sont. Parce qu'aujourd'hui, de plus faire de tournées pour beaucoup, parfois, c'est une petite mort artistique. Et de voir qu'on les demande, qu'ils voyagent encore, qu'ils viennent à la rencontre de leur public, ça, je suis super content. Mais je n'irai pas. Je suis un peu comme toi, Pierre Armand, c'est deux de mes producteurs préférés, hein, je continue de dire, mais je pense que Mm. Alchemist, il grimpe vraiment sur la. Quand on fera la liste des GOAT à un moment, s'il faut le faire pour le Bien hip-hop, sûr. c'est incroyable sa carrière. J'adore ces deux producteurs. Je pense que j'irai pas non plus. Je pense que ça va être cool, hein. Premier est vraiment très très bon sur scène pour avoir eu la chance de le voir avec Gangstar. Alors, c'était un autre contexte parce que là c'était en contexte de groupe. Il est vraiment très bon. J'ai déjà vu plusieurs lives à la télé sur ordinateur il s'est animé. Je pense que ça va être très bien, mais effectivement là je vais me dire bon bah les 10 je peux les écouter chez moi. Je pense pas que je sortirai pour ça, mais je pense que ça sera bien. Je pense que ça sera ils sauront faire le show Oui. les deux. Par contre, s'ils annoncent qu'ils viennent avec des cartons de merch, dans le sens, on vient avec tous nos vinyles, tous nos prods, les 45 tours, les machins, là, on en C'était ma reparle. grosse déception du concert d'Evidence qui m'avait teasé. Il avait mis une petite vidéo Zéro. sur Instagram avec des photos de 45 tours en disant j'emmène des trucs pour l'Europe. Et en fait, il y avait juste l'album. Et enfin, du moins, je suis pas retourné faire un tour à la table de merch à la fin du concert, mais il y avait juste l'album, le t-shirt et des trucs comme ça. Là, j'étais chaud pour les 45 tours. Merci pour toutes ces questions. Alors, il y en a plein d'autres. Et l'avantage, c'est que, un peu comme nos CQFR du samedi, on les garde avec nous. On bouge pas. Et on continue à nous en envoyer, si vous voulez, sur notre adresse cqfr.rivers@gmail.com. Vous mettez bien à chaque fois Hoop Culture, comme ça on sait si c'est pour Shai ou si c'est pour nous. Et on se fera une ouverture de la saison 3 de Hoop Culture avec toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu. Théo, on va passer sur nos rubriques. Qu'est-ce que tu as comme coup de cœur cette Alors, semaine? coup de cœur, alors pour track of the Week ou pour le coup de cœur? Parce que j'en ai deux différents. Alors Je vais vas-y, commencer par le coup de cœur. vas-y, Le coup vas-y. de cœur, c'est le nouvel album de Raekwon qui s'appelle The Emperor's New Clothes. Je t'avoue que je l'ai écouté en étant un peu flippé parce que avec les figures iconiques comme ça, j'ai été habitué à être déçu. Raekwon a sorti quand même pas mal d'albums, tous n'étaient pas à la hauteur et j'ai beaucoup aimé celui-là. Pour le Mhm. coup, c'était excellente surprise. Genre, j'en discutais avec un pote qui me disait que lui, il avait été déçu. Moi, en fait, comme j'étais parti du point de vue que je risquais d'être déçu, j'ai été très agréablement surpris. Il y a notamment un morceau avec les gars de Griselda, Westside Gun, Conway et Benny the Butcher, un morceau avec Nas, il y a plusieurs morceaux avec Ghostface et il y a un morceau vraiment mortel avec Inspectah Deck et Carlton Fisk. Bon là, c'est pas le meilleur de la tribu élargie du Wu-Tang, mais Deck est toujours très bon. Donc ce 8e album de Raekwon, excellente surprise et enfin voilà, et notamment il y a le morceau avec Nas est produit par Notes, qui est vraiment un des producteurs les plus honteusement sous-représentés, je trouve. Donc, bonne surprise pour moi. Donc tu as fait Track of the Week et coup de cœur en même temps. Non, ça, c'est juste coup de cœur. Pour Track of the Week, j'ai Ça, autre c'est chose. juste coup de Ouais. cœur.
Alors, coup de cœur. Moi, je vous ai amené un bouquin. Il y a pas longtemps, je vous avais présenté le livre de Giuliano d'Ampoli, là, le Mage du Ouais. Kremlin. Et ça, c'est son nouveau qui s'appelle L'heure des prédateurs, qui est sorti il y a quelques mois, qui est le récit, on va dire. C'est plus une analyse d'une société, de la société actuelle. Euh, et du monde politique, on va dire, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec l'arrivée des nouveaux comportements populistes, etc. C'est assez passionnant, surtout que c'est écrit de l'intérieur. On, on, c'est pas moralisateur pour autant, même si il y a un côté moraliste, on va dire, qui est là, bien sûr, puisque c'est une conscience quand même, Giuliano d'Ampoli. Voilà, donc il nous amène de New York à Riyad, des comportements de dirigeants du Moyen-Orient comme à ceux d'outre-Atlantique, anglais ou français. Voilà, et c'est assez passionnant, c'est bien écrit, et je trouvais qu'il y avait une réflexion qui était assez marrante. Euh, il racontait qu'il était il y a 10 ans avec le président du Conseil italien, euh, et, euh, et il disait qu'en fait, pour eux, une journée en politique, il se basait sur sur les grandes catégories de séries politiques. C'est-à-dire la première, assez héroïque, où on voit la politique comme une compétition un peu vertueuse avec de grands principes de morale comme The West Wing, par exemple. Il disait la seconde qui dépeint une jungle horrible et où tout est calculé avec les plus vils instincts comme House of Cards. Et la troisième qui est du type VIP, je ne sais pas si tu connais cette série. De nom, ouais. Sur la, Ouais, qui est une série extraordinaire, sur le côté grand bordel, et est-ce que vraiment tout ça est vraiment maîtrisé, même si on donne l'impression que c'est le cas. Et il se demandait toujours la question, quel pourcentage de West Wing, de House of Cards et de VIP, et que le résultat était en général 10% de West Wing, 20% de House of Cards et le reste de VIP, tu vois. Donc, ce qui était voilà, ou des personnages qui disaient presque toujours inadaptés au rôle qu'ils occupent, tentent de s'en sortir, se dépêtrant de situations toujours inattendues, souvent absurdes, voire ridicules. Et une réflexion très intéressante où il disait finalement, est-ce que tout ce qui se passe en ce moment, et notamment les comportements assez déviants de certains dirigeants, est-ce que c'était vraiment un événement, et on a bien peur que ce soit finalement le résultat d'une époque Ouais. qu'autre chose. Donc c'est assez passionnant de lire ça. Ça s'appelle L'heure des prédateurs de Giuliano pardon, d'Empoli. Très cool. C'est noté, effectivement. Je me rappelais que tu nous avais parlé des autres bouquins de cet auteur. Est-ce que tu as un track of the week? Ouais, c'est extrait du dernier album de Coco Roco sur le label Brandswood Recordings de Giles Peterson, qui s'appelle Just Can't Wait, et l'album qui s'appelle Tough Times Never Last. Les mauvais moments ne durent jamais. Voilà, alors tout l'album est super, mais s'il fallait en sortir un, ce serait ce Just Can't Wait. Je vais aller découvrir ça. Tu m'en avais dit beaucoup de bien, effectivement. Bah, tu vois, on revient Ouais, aux ouais, labels anglais. On parlait tout à l'heure de rock anglais. On n'a pas beaucoup de recommandations. Par contre, les labels anglais se portent bien. très bien, toujours. L'anglais se porte rarement mal. Mais écoute, moi, mon track of the week, alors je vais faire un petit peu long, mais ça part d'un label anglais, pardon, le label BBE, BBE Records, excellent label, notamment qui sort des compilations de funk, de soul, mais aussi des albums originaux. Et notamment, il s'apprête à sortir une compilation de morceaux des Talking Heads, mais de reprises de morceaux des Talking Heads. Talking Heads, c'est le genre de groupe, tu vois, je connais de nom, mais pour le coup, j'ai jamais vraiment franchi le cap, donc je connais pas du tout leur musique. Et le premier morceau qui est sorti, Mhm. c'est un morceau d'un musicien brésilien qui s'appelle Roger, et dont le nom du morceau, c'est Road to Nowhere. Donc j'écoute ce morceau, je kiffe, je me dis, mais c'est qui ce gars? Donc je creuse un petit peu, comme j'expliquais tout à l'heure, et je tombe sur cet album dont je n'avais jamais entendu parler, s'appelle Roger, l'album s'appelle Curryman, et moi j'adore la musique brésilienne, je suis pas du tout un expert, mais j'adore la musique brésilienne, et cet album, c'est une énorme claque, et notamment le morceau que j'ai retenu principalement, qui est mon track of the week, vous m'excuserez pour le mauvais accent, c'est Existe Uma Voz, qui est incroyable, et tu vois, vraiment ce qui est intéressant finalement, quand on écoute en streaming et quand on a l'objet, c'est que ce qui m'avait frappé en fait avec les morceaux que j'avais écoutés, c'est les arrangements des cordes.
Et sur la petite étiquette qui est là, sur le devant du disque, qu'est-ce que je vois? Je vois disque produit par Tommy Brenneck, un gars du label Daptones, membre des Dap Kings, qui a collaboré avec Charles Bradley, notamment The Menan Good Street House Band, Band, ouais. etc. Mais surtout en dessous, arrangement des cordes par Arthur Verocai, la légende brésilienne, arrangeur de génie, musicien incroyable, et donc tout s'explique. Donc cet album est magnifiquement produit. Curryman de Roger, R-O-G-G-E accent circonflexe, et le morceau donc c'est Exister uma voz, que je ne saurais que trop recommander. Bah, Théo, c'est ainsi que se termine la seconde saison de Hoop Culture. Ah bon? Et t'as pas une petite relique sous la main pour finir bien quand même? Allez, j'en sors une petite quand même. Je te sors un t-shirt de 1991. Ah oui, magnifique. Magnifique. De 91 celui-là? Allez. 91, alors pourquoi 91? Parce que, déjà, je me rappelle. Et deux, parce qu'il est noté qu'il est. Il y a tout son palmarès et il est MVP des playoffs 91. Ah, Il y a marqué ça, hein. MVP des playoffs 80. Carrément, c'est marqué comme ça. Alors après, il y a tous les accomplissements, joueur de l'année, MVP, All Defensive Team, meilleur défenseur, Dunk Champion, Rookie, All Rookie Team, Rookie of the Year. Voilà. Et donc, c'est une photo de 1990, puisqu'il a une paire de Jordan 5 au pied. Voilà, chez l'équipementier Salem, qui faisait tous ces t-shirts à l'époque, notamment avec les cartoons aussi. Donc voilà. Très belle pièce, comme toujours. Ouais. Et allez, toi, qu'as-tu? Moi, je te sors ma relique parce qu'elle était connectée avec mon track of the week. C'est le premier album d'Arthur Verocai, album éponyme sorti en 72, qui est un disque magnifique, sans doute mon disque de musique brésilienne préféré, ou l'un des disques de musique brésilienne décidément que je préfère. Ce disque est vraiment incroyable, superbement produit. Arthur Verocai qui avait collaboré avec le groupe Hiatus Coyote, que j'aime beaucoup récemment sur le morceau Get Sun. Donc voilà, c'est pas l'original, hein, bien sûr, qui était extrêmement dur à trouver, mais c'était une des premières rééditions qui avait été faite au début des années 2000, et ce qui avait conduit pas mal de producteurs à retourner plonger un petit peu dans cet album et à piocher des choses. Donc MF Doom ou Madlib ont pu sampler des choses, notamment sur cet album. Album magnifique. Je vais aller écouter. Je ne connais pas du tout ce disque, je connais le personnage bien sûr, mais pas du tout cet album-là. Mais Roger, par contre, tu me l'as envoyé un peu plus tôt dans la semaine et j'ai bien accroché, j'avoue. Ouais, donc tu m'as une fois de plus convaincu. C'est vice versa, c'est ça qui est cool. En fait, c'est que chaque semaine, moi, j'en apprends autant que vous, peut-être, en écoutant les conseils de Pierre Armand, que ce soit lecture ou musique. Donc, moi aussi, je me fais ma petite liste où je note des choses. Eh ben Théo, donc je reprends la phrase de tout à l'heure avant les reliques. On clôt notre deuxième saison de Hoop Culture, et quelle belle saison, 2 ans déjà, c'est passé très très vite, mais on peut d'ores et déjà vous annoncer qu'on sera de retour à la rentrée, gonflé à bloc. On se quitte pendant quelques semaines, on est triste de se quitter parce que déjà quand on se parle pas pendant une semaine, on se manque un petit peu. Donc là, pendant un mois, ça va être carrément la bromance. On va voir si ça tient notre relation à distance, et ce sera le meilleur moyen de savoir si je te vois en photo dans un concert de Coldplay avec quelqu'un d'autre que moi. Je te préviens que ça te coûtera très très cher. Mon avocat te contactera. Mais voilà, on vous souhaite un super bon été en tout cas. Merci encore d'être aussi nombreux, d'être aussi gentils, bienveillants, de nous donner vous aussi vos conseils, de nous rentrer dans l'art parfois parce qu'on en a besoin, hein, sinon c'est trop facile. Et puis bon été Théo, j'espère que tu vas bien profiter de tes vacances. Ouais, c'est prévu. C'est prévu. Profitez bien de votre été, vous aussi. Pierre Armand, je te dis à très vite. On vous dit à tous à très vite. Et ouais, profitez de l'été. Ciao!